Avec nous en direct, Belih Nabli, spécialiste du Proche-Orient. Merci d'être avec nous, Monsieur Nabli. Bien sûr, la question que tout le monde se pose ce soir, c'est de savoir ce que va faire Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous en avez une idée? Écoutez, on est pris entre des injonctions, il est pris entre des injonctions contradictoires dans la mesure où, d'un côté, son principal allié stratégique, les États-Unis, l'invite à la retenue, option qui se traduirait donc par l'absence de réaction offensive et militaire contre le territoire iranien. Et puis de l'autre, il y a une autre option, une autre logique, celle qui anime finalement le gouvernement israélien depuis un certain temps, et qui consiste à harceler d'une certaine manière l'Iran pour la pousser à la faute d'une certaine manière. Il faut rappeler que le 1er avril dernier, l'aviation israélienne a frappé une annexe de l'ambassade iranienne à Damas, affectant par là même le principe d'inviolabilité des bâtiments diplomatiques. Il y a eu 13 morts. Et donc, si une telle opération a été menée, c'est que d'une certaine manière, Israël voulait afficher une volonté d'affirmer son autorité et son leadership d'une certaine manière dans la région, en tentant finalement aussi non pas de profiter, mais en tout cas de s'inscrire dans une séquence qui inclut naturellement la guerre à Gaza et qui fait monter la pression dans toute la région vis-à-vis des différents ennemis stratégiques d'Israël. Et donc il y a ces injonctions contradictoires. D'un côté, les alliés stratégiques d'Israël qui appellent à la retenue, et de l'autre, une logique purement nationale, en tout cas qui anime le gouvernement israélien et qui pourrait le pousser à l'offensive. Mais on l'a entendu, Agnès Varamian nous le disait à l'instant, les États-Unis l'ont dit, en cas d'une éventuelle riposte, ça sera sans eux. Oui, parce que côté américain, d'un côté aussi, vous avez un soutien inconditionnel qui s'est traduit par un engagement direct dans la protection du territoire israélien hier, et de l'autre, vous avez un contexte de politique intérieure marqué par une élection présidentielle qui n'est pas propice à un engagement militaire, quel qu'il soit, d'autant plus que historiquement, les États-Unis se sont engagés dans une forme de désengagement de la région depuis au moins la présidence Obama. Alors pour l'Iran, on les a entendus également, en tout cas le porte-parole militaire, pour eux c'est fini, ils sont quittes, ça veut dire qu'ils ne sont pas suicidaires? Oui, c'est une manière de traduire l'idée suivant laquelle l'Iran n'a ni intérêt, ni forcément la capacité de mener une guerre directe contre Israël, sachant que parallèlement, les deux pays sont dans une confrontation lancinante, mais indirecte, depuis maintenant des années, et qui se traduit notamment par la confrontation au sud-Liban entre le Hezbollah libanais, allié direct et stratégique de l'Iran, et de l'autre les forces israéliennes. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit en réalité, c'est que côté israélien aussi, vous avez une obsession par rapport à la perspective de voir l'Iran accéder au statut de puissance nucléaire. Et cette obsession-là, c'est Benyamin Netanyahou qui l'incarne le mieux, puisqu'il mobilise ce spectre-là de manière régulière depuis qu'il est au cœur de la vie politique israélienne. On a un certain nombre de discours marquants en la matière, en Israël, mais aussi à l'ONU, où il a tenu, encore une fois, un discours plutôt véhément, belliqueux, pour faire barrage à cette hypothèse de voir un Iran nucléaire, un Iran puissance nucléaire. Et c'est aussi cette hypothèse-là qui explique en grande partie la mobilisation du bloc occidental derrière
leur allié stratégique Israël, mais également une forme de soutien plus mesuré naturellement d'États arabes sunnites comme l'Arabie saoudite, Vous parliez de... voire la Jordanie. Vous parlez de l'ONU, le chef de l'ONU qui dit que ce soir, ni la région ni le monde ne peut se permettre une autre guerre. Les mots d'Antonio Guterres ce soir, donc bien sûr, qui imagine aussi la possibilité d'une escalade. Oui, bien sûr. En fait, l'escalade, celle qu'on a tous à l'esprit actuellement, c'est une escalade de nature militaire. Mais ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est ce qui se joue historiquement, c'est l'écroulement d'une certaine manière du droit international et du système international qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Et pour être plus concret, vous avez d'un côté donc un État Israël qui donc s'attaque à une ambassade iranienne à Damas, qui constitue en soi une violation du droit international et une règle emblématique du droit international diplomatique. On ne touche pas à une ambassade, c'est le principe de l'inviolabilité de ces bâtiments diplomatiques. Et puis vous avez de l'autre l'Iran qui organise une offensive aérienne, certes limitée du point de vue de ses dégâts, mais qui est constitutive d'une atteinte à l'intégrité territoriale et donc à la souveraineté israélienne. Et donc vous avez là l'atteinte manifeste assumée de principes fondamentaux du droit international. Alors chacune des parties a ses arguments. Israël met en avant un intérêt stratégique, mais qui se traduit par une violation manifeste du droit international. Et puis l'Iran met en avant la légitime défense, mais qui est discutée par l'autre partie. Et donc c'est véritablement l'enjeu de la séquence. Exactement, mais c'est vraiment l'enjeu parce que s'il n'y a plus de loi commune, c'est la loi de la jungle et celle du plus fort. Merci beaucoup Belir Nabli, spécialiste du Proche-Orient. Merci pour votre éclairage ce soir sur France Info.